Vous souhaitez placer votre argent dans l'immobilier? Vous avez raison, mais quels sont les pièges à éviter, les bons conseils pour investir? Bien, c'est ce qu'on va voir dans cette émission avec toutes les innovations et les bons conseils pratiques. Figaro Immo, c'est parti. Deux invités dans cette émission pour parler épargne, pour parler investissement. Comment bien placer son argent dans l'immobilier? Philippe Crevel, bonjour. Bonjour. Philippe, directeur du Cercle de l'épargne et auteur du livre « Épargner mieux pour vivre mieux » aux éditions Solar, un livre qui vient de paraître. Ève Xaye Blanchet, bonjour. Bonjour Olivier Marin. Fondatrice de Orama Patrimoine, créatrice d'Immobilier Score Impact, on va le voir, c'est un outil basé sur plus de 100 critères pour évoluer, valoriser en fait la performance durable des programmes immobiliers. On va voir tout ça en détail. Tout d'abord, comme on va évoquer bien sûr le placement, l'investissement dans l'immobilier, première question en introduction. La période, on va dire, n'est pas simple, n'est pas facile, beaucoup d'incertitudes politiques, géopolitiques, économiques. Est-ce que c'est le moment de se lancer dans un investissement immobilier, Philippe? Alors c'est vrai que nous traversons une période un peu complexe. Crise politique depuis plus d'1 an, le retour de Donald Trump et les incertitudes que cela génère, la poursuite de la guerre en Ukraine malheureusement, tout comme au Moyen-Orient. Donc ce sont des facteurs anxiogènes qui incitent les ménages à la prudence, à épargner. Le taux d'épargne n'a jamais été aussi élevé en France, 18,9% du revenu disponible brut à la fin du deuxième trimestre. Mais malgré tout, il y a quelques signes encourageants. Il faut regarder, par exemple, les taux d'intérêt. Les taux d'intérêt qui étaient montés pour l'immobilier au-delà de 4% sont revenus avec la politique de baisse des taux directeurs de la Banque Centrale Européenne autour de 3. Ce n'est pas évidemment les taux que nous avons connus durant la période 2015-2022, mais c'était des taux qui étaient extraordinairement faibles, historiquement faibles. Je dirais qu'à 3%, on pourrait faire un peu mieux, on pourrait être aux alentours de 2,2, 2,5, mais c'est déjà un progrès notoire par rapport à ce que nous avons connu. Par ailleurs, on voit bien qu'aujourd'hui, il y a une demande de logement qui se fait jour, de plus en plus, parce que les Français s'agglomèrent plus dans les grands centres urbains. Il y a également la propension à aller sur le littoral, et donc il y a une demande de logement, et de ce fait, ça commence un petit peu à bouger. Les prix se sont tassés, ont diminué ces 2 dernières années. Ça commence donc à frémir. Donc oui, c'est le bon moment peut-être pour revenir sur le marché. Le bon moment pour revenir sur le marché, Ève, votre sentiment? Alors mon sentiment, Olivier, c'est qu'aujourd'hui, on a besoin d'épargner et il est nécessaire d'épargner, encore plus dans l'immobilier, au vu de la crise du logement qu'on traverse aujourd'hui. Pour investir et pour épargner, il est nécessaire de réunir, je dirais aujourd'hui, encore plus de paramètres et de critères pour bien choisir son emplacement et son projet immobilier. Donc je dirais qu'aujourd'hui, oui, il faut épargner, oui, il faut le faire de l'immobilier, mais avec prudence et en intégrant beaucoup plus de paramètres qu'auparavant. Très bien. Alors, on va faire un tour d'horizon, un panorama avec vous. Tous les deux, vous avez des spécificités. On va démarrer, bien sûr, Philippe, avec notamment ce livre. Peut-être un mot sur le livre. Combien de temps pour l'écrire? Des années d'expérience, d'expertise. Il y a quelques années d'expérience. Après, l'objectif de ce livre, c'était justement, en reprenant les propos précédents, c'était de dire... On épargne, mais pourquoi? Pour quel objectif? On n'épargne pas pour épargner, on épargne pour un projet, pour transmettre, pour faire quelque chose. Et donc, le titre « Épargner mieux pour vivre mieux », c'est vraiment donc le fil conducteur de ce livre, c'est se donner des objectifs et avoir les meilleurs outils entre les mains pour atteindre cet objectif. On démarre par, bien sûr, la résidence principale, avant de parler d'investissement, tout d'abord, c'est important. Alors, les Français aiment la pierre. L'immobilier, au sens large du terme, c'est plus de 60% du patrimoine des ménages. Dans ce patrimoine immobilier, évidemment, que le point central, c'est la résidence principale. 57% des Français sont propriétaires de leur résidence principale. Et je pense que si on fait un sondage immédiat, on aura 90% qui souhaitent être propriétaires de leur résidence principale. Ceux qui ne le sont pas, c'est souvent parce qu'ils n'y arrivent pas, parce qu'ils n'ont pas suffisamment de moyens ou qu'ils n'ont pas les bons outils entre les mains. Oui, la résidence principale, c'est une valeur sûre.
ça rassure, c'est déjà un facteur psychologique important. Et on est dans le vivre mieux. C'est quelque chose qui stabilise, qui ancre donc le ménage sur un terrain. Et c'est pour ça que c'est extrêmement important en France. Autre chose qui est important, c'est de se lancer dans un investissement immobilier. Alors si on devait avoir une synthèse, Philippe, quels sont les différents types d'investissements dans l'immobilier aujourd'hui qui sont intéressants ? Alors, l'investissement immobilier, si on met à part donc la résidence principale, c'est évidemment quelque chose qui est important également. Pourquoi ? Parce que les rendements sont un peu déconnectés de la valeur de la bourse. C'est quelque chose de très régulier, c'est rassurant. On est sûr d'avoir un loyer, surtout quand on est en crise immobilière comme à l'heure actuelle. Et donc il y a ce rendement. Et puis il y a la possibilité de dégager des plus-values en fonction du marché si on fait un bon investissement. D'autre part, il y a de nombreux outils en France qui existent pour favoriser l'investissement locatif. Il y a donc les dispositifs, par exemple, de Normandie, qui donc visent donc à investir. Ça, c'est dans l'ancien. Oui. Dans l'ancien, avec de la réhabilitation. Voilà. En contrepartie, on a une réduction d'impôt qui peut s'étaler de 6 à 12 ans, en fonction de critères, de conditions de ressources, de conditions de loyer. Mais là-dessus, on a une réduction d'impôt qui peut aller jusqu'à 300 000 euros. Donc, c'est un investissement de 300 000 euros, pardon. C'est pas partout. Dans certaines villes, il y a 200 villes. 200 villes. Plus de 200 villes. Oui. En particulier Le Havre, Rouen, Bayeux, également des villes donc, comme Béziers, comme Montpellier. Donc c'est assez large, 200 villes sont bénéficiaires de Normandie. Il y a évidemment d'autres formules. Il y a le Malraux, là ce sont sur de la réhabilitation d'immeubles anciens qui ont une valeur historique. C'est un avantage fiscal extrêmement important parce qu'il n'est pas plafonné. C'est assez rare en France, et donc là, ça ouvre droit, évidemment, à des diminutions d'impôts substantielles. Il y a évidemment des conditions pour l'obtenir. Il y a d'autres mécanismes encore en vigueur pour l'immobilier locatif. Il y a LMNP. LMNP, j'allais y venir. Location en meublé non professionnel. Qu'est-ce qui se cache derrière ? C'est la possibilité donc, d'avoir un régime fiscal très attractif parce qu'on amortit fiscalement la valeur du bien. Ce qui fait que sur la première décennie, globalement d'investissement, vous ne payez pas d'impôts car vous allez amortir la valeur du bien. C'est donc une franchise fiscale extrêmement attractive. Un mot sur la nue propriété. Alors, la nue propriété, le démembrement, le fait de séparer donc la propriété physique de l'usufruit, donc de l'utilisation. Quels sont les avantages de ce mécanisme ? C'est évidemment de diminuer le coût fiscal. Par exemple, au titre de l'IFI, parce qu'il va y avoir une moins-value sur l'IFI, l'impôt, donc sur la fortune immobilière, on va avoir une moins-value fiscale. Et puis d'autre part, ça permet de préparer une succession, à travers des mécanismes de donation. On démembre, ce qui va permettre de diminuer la valeur du capital qui sera pris en compte au moment de la succession. La pierre papier. Ceux qui se posent des questions sur la pierre papier, faut-il y aller ou pas ? Déjà, mode d'emploi. SCPI. Les SCPI. Alors, ça a connu une période faste pendant la période, donc, on va dire 2010-2024. Et puis, c'est vrai que les SCPI ont un peu été touchés par la hausse des taux d'intérêt. Ça a un petit peu entravé leur essor, mais ça reste aujourd'hui un placement attractif. Je dirais même que ça a peut-être fait du bien au SCPI, ce qui s'est passé ces 2 dernières années, parce qu'il y avait eu des valorisations qui étaient élevées, ça a fait baisser la valeur des mauvais SCPI, c'est pas mal. Mais derrière ça, qu'est-ce que c'est, les SCPI ? C'est de la titrisation de l'immobilier. C'est donc des sociétés, des fonds, qui vont prendre l'épargne et qui vont acheter des biens immobiliers, des locaux professionnels, des bureaux, des entrepôts, des centres commerciaux, voire des logements. Et c'est le rendement de ces investissements, à la fois les loyers, puis à la fois les plus-values en cas de revente, qui dégagent donc des revenus qui sont reversés sous forme de dividendes aux propriétaires des parts de SCPI. Et donc on n'a pas du tout la gestion immobilière du quotidien, on n'a pas à s'occuper évidemment du locataire, des problèmes de travaux, des fuites, etc. C'est donc le fonds d'investissement, la SCPI, qui va gérer tous ces problèmes, et on a simplement le résultat financier, plus, le cas échéant, la valorisation. Et quel type de rendement ? Alors le rendement,
Je dirais qu'un rendement moyen autour de 4-5%, c'est très classique. On peut monter un peu plus, 6-7, en sélectionnant bien les SCPI. Ces dernières années, on avait tendance à prendre toutes les SCPI parce qu'il y avait du rendement qui était assez facile. Maintenant, il faut être un peu plus sélectif, regarder un petit peu la composition, les taux d'occupation des locaux pour être garanti qu'il y a du résultat derrière. Très bien, on y reviendra d'ailleurs tout à l'heure. Avec Xavier Blanchet, Orama Patrimoine, peut-être expliquer ce que c'est qu'Orama Patrimoine, et puis des nouveaux critères aussi à prendre en compte pour avoir une meilleure peut-être notion, valeur d'un bien immobilier, notamment dans le neuf. Orama Patrimoine. Alors, Orama Patrimoine est une agence de conseil en immobilier durable, et nous avons développé en 2021 une méthode de scoring qui s'appelle l'immobilier Score Impact. Donc c'est un outil qui est utile notamment pour les investisseurs, pour les acquéreurs. Vous parliez justement d'éléments de sélection, et ça, c'est un élément qui est extrêmement important. Nous avons près de 100 critères qui permettent d'analyser toute opération immobilière, que l'on soit sur du neuf, ce qu'on appelle de la VFA en résidentiel, mais également des immeubles anciens, avec ou sans rénovation, toujours en résidentiel. Donc effectivement, chaque opération va obtenir une notation à l'issue de tout ce processus d'analyse de data, d'analyse de données. Les immeubles peuvent obtenir une notation allant du AAA au D. Comme une agence de notation, mais alors d'où viennent ces données précisément? À la fois de l'opérateur, mais aussi des données publiques. Tout à fait. Un tiers des données qui sont collectées proviennent des données publiques, ce qu'on appelle de l'open data, et les 2 autres tiers proviennent directement de l'opérateur, notamment du promoteur, qui va nous donner des éléments qui va nourrir l'algorithme au travers des éléments du permis de construire, des éléments issus des bureaux d'études techniques et bien évidemment d'enquêtes également que nous allons mener auprès de l'opérateur et de l'opération. Donc tenir compte des impacts à la fois économiques, impacts environnementaux et aussi sociétaux. Et vous vouliez nous donner, on va voir 3 exemples justement d'opérations immobilières. Vous allez nous expliquer justement avec ces impacts et ces critères. La première est à Auxerre. Tout à fait. Alors l'immobilier Score Impact, c'est vraiment une analyse en 360 degrés d'une opération immobilière. On va retrouver 3 grandes dimensions. La dimension économique, donc je dirais la qualité de l'opération sur le prix de vente, sur son environnement immédiat, l'impact environnemental et l'impact social-sociétal. Donc l'exemple d'Auxerre est intéressant. Si ça apparaît, voilà. Super, merci. Auxerre, donc c'est l'immeuble de l'institution, c'est une opération Vista Adim. On est en hyper-centre-ville, donc ce qu'on appelle site patrimonial remarquable. L'opération est commercialisée en Malraux et de Normandie, qui sont deux des dispositifs qui permettent de réaliser une réduction d'impôts. Et je tiens à dire que c'est assez rare aujourd'hui d'avoir des dispositifs d'investissement qu'ils proposent. Très bien. Deuxième opération, alors là, direction Toulouse. Toulouse, oui. L'opération, c'est du neuf, réalisé par Nexity en démembrement de propriété. Vous parliez de la nue propriété, qui est un dispositif extrêmement intéressant et qui permet mécaniquement de décoter un prix d'acquisition, puisqu'on n'acquiert que le droit, en tout cas la nue propriété. Et non des biens qui sont 30 à 40% moins chers au départ que sur le prix du marché, mais on est propriétaire des murs, mais pas du terrain, en gros. Pour une durée temporaire, exactement. Ouais. Donc, pendant 15, 16, jusqu'à 20 ans environ. Ce qui est intéressant dans cette opération, qui est particulièrement remarquable, c'est qu'on a une des notes les plus élevées. La moyenne des opérations aujourd'hui scorées par Orama, c'est-à-dire environ 300 programmes, on est plutôt sur du triple B. Là, on est sur du triple A, parce qu'on coche énormément de cases. La case la plus intéressante pour moi est certainement la dernière, l'impact social-sociétal, puisque c'est assez rare d'avoir une notation aussi haute. On est sur des loyers qui seront assez décotés, qui permettront à un grand nombre d'étudiants d'avoir accès à ces logements tout proches de Toulouse Centre. Très bien. Et puis, dernier exemple, la direction de la Seine-et-Marne. Exactement, une opération de réhabilitation assez importante. Un immeuble emblématique qui s'appelle le pensionnat de Juilly, ancien pensionnat royal, totalement réhabilité par le groupe Histoire et Patrimoine d'Altarea Cogedim. C'est plus de 200 logements qui ont vu le jour sur ce bâtiment, dans un mécanisme aussi très intéressant, monument historique. Il y en a très peu en France. Et une notation qui est particulièrement intéressante, c'est-à-dire ABB. Il est assez rare d'avoir des opérations anciens rénovées avec un niveau A, le premier A qui correspond à l'impact économique. Très bien. À propos justement d'impact et de données, de calcul des données, l'impact de l'intelligence artificielle, l'IA, sur l'immobilier, est-ce que ça change la donne? Alors, Philippe. L'intelligence artificielle, évidemment, ça va changer la donne dans beaucoup de métiers, et en particulier dans l'immobilier. Pourquoi l'immobilier? Parce que c'est un métier qui produit énormément de données.
que ce soit des prix, mais que ce soit des mètres carrés, que ce soit des caractéristiques techniques, que ce soit justement ce qui vient d'être dit sur l'environnement, sur le social, sur les conditions de ressources. Et donc, comme on a une masse extrêmement importante de données sur un très grand nombre de biens, il y a plus de 30 millions de logements en France, évidemment que l'intelligence artificielle permet des gains de productivité, permet de serrer, de faire des évaluations extrêmement rapides. Et donc, c'est utile, évidemment, pour tout ce qui est donc, notation, agent immobilier, pour pouvoir rapidement scorer donc, les biens qu'on leur donne à vendre ou à louer, et également pour faire la jonction entre l'offre et la demande. Il y a des acheteurs qui veulent avoir des propositions extrêmement donc, précises. Et l'intelligence artificielle permet évidemment d'analyser les besoins et les attentes. Donc ça, évidemment, c'est important. Il y a également les notaires qui vont s'en servir pour tout ce qui est acte, pour faire des recoupements. Et donc, on voit que l'intelligence artificielle au quotidien va forcément changer le métier de l'immobilier. Ève ? Sur l'intelligence artificielle, alors c'est un outil complémentaire qui permet d'améliorer et d'affiner justement sa sélection, et encore plus dans une période aussi complexe que celle que nous traversons aujourd'hui. Ce qui va être important dans l'IA, ça va être la qualité du prompt, en tout cas de la demande, pour pouvoir obtenir l'information adéquate et améliorer une fois de plus ses prises de décision. L'IA ne doit pas nous servir à prendre les décisions à notre place, mais bien venir nourrir notre réflexion, connecter d'autres informations, d'autres éléments pour pouvoir faire un investissement qui ait du sens. Quelles mesures, selon vous, permettraient de fluidifier l'investissement dans la pierre, dans l'immobilier ? Philippe ? Alors, quelles mesures ? C'est vrai qu'aujourd'hui, on a un marché qui est un peu grippé, qui manque de souplesse. Moi, je suis toujours donc focalisé sur les problèmes fiscaux. Et donc, un des problèmes majeurs, pour moi, c'est la taxation des plus-values. Oui. Et donc, je trouve que le système actuel qui fait que les abattements sont octroyés en fonction de la durée, et donc on va être exonéré au bout de 23 ou 30 ans en fonction du fiscal ou en fonction des prélèvements sociaux, c'est contre-productif parce que cela ne favorise pas la mobilité des biens. Je préférais une taxation des plus-values en prenant en compte l'inflation immobilière et en déterminant une plus-value, donc intégrant cette inflation, et en mettant le taux classique des plus-values par ailleurs. Ce serait une révolution. Donc évidemment, si au bout de 10 ans vous vendez, les prix ont augmenté, mais il y a une inflation des prix de l'immobilier, on l'intègre, c'est simplement le surplus qui serait taxé. Et là, c'est vraiment le côté spéculatif. Et ça permettrait pour moi d'avoir un marché beaucoup plus fluide. Plus-value, d'autres choses aussi qui permettraient de fluidifier justement l'investissement dans l'immobilier. On a parlé du statut du bailleur privé. Est-ce que Le statut du bailleur, c'est un vieux rêve qui revient tous les ans au moment des lois de finances et on l'attend toujours. Donc, c'est pour ça que j'y crois plus beaucoup. Voilà. Je pense que il faut faire attention, en plus que derrière le statut du bailleur, on pourrait avoir quelques mesures fiscales qui ne soient pas forcément les plus clémentes. Je pense qu'aujourd'hui, il y a des très bons régimes fiscaux en matière d'immobilier. Le LMNP en est un. Je connais la tentation de certains au Parlement ou à l'administration fiscale de vouloir le remettre en cause. Pour moi, c'est un statut intéressant parce qu'il prend en compte l'ensemble des charges. Et donc ça, c'est très bien. Donc pour moi, ce serait plutôt la généralisation de ce statut qu'il faudrait. En revanche, aujourd'hui, le marché est pollué parce qu'on a eu une désorganisation complète avec les locations saisonnières qui fait que des propriétaires pouvaient avoir des rendements beaucoup plus importants en louant quelques semaines. Il y a eu des réglementations, mais elles ne sont pas appliquées parce que les contrôles à exercer sont extrêmement complexes. Et sans obligation de rénovation. Voilà. Et donc, là-dessus, il faut arriver à une neutralité des statuts entre le saisonnier et donc la location traditionnelle. Ça a été fait dans le cadre de la dernière loi de finances, mais on a des problèmes de contrôle. Il faut être là-dessus beaucoup plus sérieux. Ève, justement, qu'est-ce qui permettrait de fluidifier l'activité, en tout cas de rendre service à l'investisseur immobilier ? Alors dans un univers aussi contraint que celui que nous avons aujourd'hui, je pense que c'est l'innovation qui permettrait de le fluidifier. On a aujourd'hui des démarches qui sont menées, qui sont extrêmement intéressantes. Je pense que depuis la fin de la loi Pinel, on n'a jamais vu autant d'innovation être mis sur le devant de la scène. Je pense par exemple à Grand Paris Aménagement, qui a lancé un appel à projet en début d'année, extrêmement intéressant. Comment construire mieux, en tout cas avec un coût divisé par 2. Donc on a déjà 5 lauréats et donc il y a des travaux qui sont menés.
Ça, c'est intéressant. Je pense qu'on peut utiliser aussi des leviers juridiques. On a parlé des démembrement de propriété, donc c'est intéressant. Le viager peut revenir sur le devant de la scène. Les baux amphithéotiques aussi. Vous avez des structures comme Néoproprio qui envisagent justement des solutions pour permettre d'investir dans sa résidence principale de manière différente, voire même du leasing immobilier avec Sésame. Donc, il y a de l'innovation. C'est peut-être pas de l'innovation de rupture, mais en tout cas, il y a des sujets qui sont travaillés avec des appels à projets aussi. Donc, c'est des boosters. Oui, il se passe quelque chose. Ça bouge, mais pour l'investisseur, on va dire classique, dans le neuf, notamment, qui n'a plus le Pinel et qui ne sait pas trop aujourd'hui comment faire. Alors, on parle de LLI, il y a différents types d'investissements, mais faudrait-il peut-être dans le neuf aussi un dispositif d'investissement locatif ou pas, Philippe ? Alors moi, je suis plutôt opposé. Bon. Parce que, en fait, ça crée, évidemment, des effets d'aubaine. Pas forcément ceux qui en ont réellement besoin qui les utilisent. Deuxièmement, on arrive parfois à des biens immobiliers qui ne sont pas de très bonne qualité et l'initiative de Ève, de scoring, va évidemment dans le bon sens parce qu'il faut proposer des logements de qualité. Et on sait que parfois avec le Pinel, on avait quelques déceptions, des logements qui étaient construits pas là où on en avait besoin. Et donc moi je suis plutôt pour un système neutre, mais avec des règles identiques pour tous et simples, et si possible, évidemment, des taux d'imposition faibles. C'est toujours la même règle, une assiette large, des taux faibles. Et dans le neuf et dans l'ancien. Ève. Oui, je voudrais vous parler d'un dispositif qui est passé un peu sous les radars et pourtant qui est tout aussi intéressant, qui s'appelle le dispositif Loc Avantage. Oui. Et c'est un dispositif qui permet là aussi de faire de la réduction d'impôts. Donc, encore une fois, il y a très peu de dispositifs qui le permettent. Réduction d'impôts par rapport aux loyers qui sont appliqués. Donc voilà, il faut être conseillé, bien évidemment, être bien accompagné, mais ça reste quand même un dispositif à regarder quand on cherche à investir dans l'immobilier et à obtenir un peu de rendement aussi. Très bien. Alors justement, vos conseils pratiques quand on souhaite investir aujourd'hui dans l'immobilier, à la fois les secteurs, à la fois les rendements, ou allons plus loin, Philippe. Quels conseils ? Quel conseil en matière d'immobilier ? Alors, je l'ai dit, ce qui est important, c'est la qualité du bien. La qualité de la construction ou de la réhabilitation, c'est important et ce n'est pas négligé. Deuxièmement, c'est évidemment où se trouve le logement, le bien immobilier. L'emplacement. L'emplacement. Aujourd'hui, ce qui est crucial, les transports publics, les services, la santé, la sécurité. Donc ça, évidemment, c'est à regarder de manière extrêmement importante. Et puis, quand on fait un investissement immobilier locatif, il faut évidemment regarder l'occupation. Et donc, il faut regarder s'il y a des pénuries en matière locative, ce qui va permettre évidemment d'avoir un taux d'occupation élevé et le meilleur rendement possible. On mène l'enquête, on se rend sur place aussi. Bien sûr. On peut à distance, mais ça, vous ne le conseillez pas. Alors maintenant, avec les outils Internet, on peut avoir évidemment des éléments d'information, mais on est sur un bien physique. Donc il est important de le toucher, je dirais, et d'aller sur place. Il ne faut pas faire simplement confiance aux données informatiques ou à un conseiller en patrimoine. Il faut aller sur place, toucher le bien et surtout sentir l'ambiance. Très bien. Ève, les conseils pratiques. Alors, un conseil pratique, au-delà de tout ce que vous avez dit, Philippe, bien évidemment, c'est d'anticiper également la résistance du bâtiment, sa robustesse face aux différents aléas climatiques qui font de plus en plus l'objet des informations actuellement, que ce soit les périodes de canicule, de sécheresse, les reculs de traits de côte. Donc, en fait, aujourd'hui, on fait quand même face à un certain nombre d'aléas et de risques environnementaux, voire même technologiques. Donc, ce qui est important, c'est de prendre, je pense aujourd'hui aussi en compte ces éléments-là pour permettre à son bâtiment et à son logement, à son investissement d'être viable également dans le temps. 5, 10, 15, 20, 30 ans. Je peux prendre un exemple très simple. Face aux canicules, comment est-ce qu'on peut identifier un bien immobilier qui résistera en cas d'aléa ? Eh bien, la proximité d'îlots de fraîcheur, tout simplement. Le bâtiment, quand on est dans du neuf, son rapport, ce qu'on appelle de plus en plus, on voit ça, ce sont des bâtiments dits bioclimatiques. Donc voilà, les orientations, le sens du vent, la couleur de la façade, est-ce qu'on est sur une toiture végétalisée ou en cool roofing, qui se fait aussi de plus en plus souvent, c'est le fait de peindre, d'avoir un revêtement sur la toiture plutôt de couleur claire, ou encore des casquettes sur les terrasses, etc. Donc c'est autant d'éléments qui viennent en complément et qui permettent d'assurer une forme de robustesse sur son investissement à terme. Le DPE, frein ou levier ? Diagnostic de performance énergétique. Alors, évidemment, comme ça, c'est perçu comme un frein. En disant ça élimine un certain nombre de logements, donc c'est perçu comme un frein. Mais c'est quand même un facteur important aujourd'hui. On ne peut pas d'un côté se plaindre des passoires énergétiques et deuxièmement récuser le DPE. Alors évidemment qu'il y a des coups près.
en fonction de ce qui a été prévu par la loi. Il y a eu des assouplissements qui ont été donc accordés pour les logements qui étaient les plus mal classés. Moi, je considère que néanmoins, il faut conserver, et ça va dans le sens du Nutri-Score qui a été présenté. Voilà, c'est dans le sens de l'histoire. Oui. Ève. Le DPE est une nécessité. Contrainte certainement, mais en tout cas une nécessité, ça c'est certain. Aujourd'hui, la France cherche à obtenir, en tout cas à répondre à son objectif de neutralité carbone d'ici 2050. Ça passe par des mesures pour atténuer ce changement, au travers notamment des DPE et donc de l'empreinte carbone des bâtiments. Donc on a le DPE, dans le neuf, on va retrouver les analyses en cycle de vie du bâtiment. Donc c'est l'empreinte carbone du bâtiment depuis l'extraction des premières ressources, puis 50 ans plus tard jusqu'à sa démolition. Donc on a besoin de calculer, on a besoin de connaître ces éléments-là. C'est indispensable. Je vous offre 300 000 €. Où et comment investir malin dans l'immobilier demain? 300 000 €. 300 000 €. Allez. Avec donc, on recherche du rendement, avec du potentiel, avec de l'occupation. De l'occupation. Donc aujourd'hui, évidemment, il y a quelques villes comme ça qui sont intéressantes. Saint-Étienne, parce qu'il y a du milieu étudiant. Ça peut être une ville comme Dijon, cœur de ville, parce qu'il faut regarder les quartiers, parce que ça peut varier d'un emplacement à un autre. Ça peut être même Limoges, qui a été pendant longtemps une ville délaissée, mais qui offre aujourd'hui des rendements assez attractifs. Niort également, la ville des assureurs, donc il y a du cadre, il y a également des écoles de formation pour l'assurance, donc il y a du passage. Donc voilà pour quelques exemples. En région parisienne, avec 300 000, ça devient un peu plus compliqué, mais là, je dirais, il faut regarder sur les nouvelles lignes de métro qui vont être ouvertes à partir de 2026 jusque dans les années 2030. Et regardez évidemment les points donc de connexion de stations. Bon, le plateau de Saclay, Orsay, mais même si avec 300 000, ça commence un peu à devenir difficile. 300 000 €, Ève. C'est considérable avec 300 000 €. Je ne regarderai pas tant les villes et le territoire, mais plutôt l'emplacement direct du bâtiment. Et notamment, j'utiliserai le concept de la ville du quart d'heure, qui est bien évidemment cette capacité à sortir de chez soi et en 15 minutes à pied, d'avoir toutes les commodités. Et au-delà des commodités, ça va au-delà des établissements scolaires ou de la boulangerie, mais également aussi son lieu de travail. En tout cas, tout ce qui permettrait de diminuer ces émissions carbone liées à la mobilité et surtout qui contribuent au confort et au bien-être. Eh bien, merci à tous les deux. Merci en tout cas pour vos éclairages, pour vous aider à y voir plus clair, pour investir dans l'immobilier. Ève Xavier Blanchet, Orama Patrimoine, merci beaucoup. Merci Olivier Marin. Philippe Crevel, auteur du livre, on le rappelle, Épargnez mieux pour vivre mieux aux éditions Solar. Merci infiniment. Merci Olivier. Que nous vous conseillons, tout le groupe Figaro. Et on vous dit à très bientôt pour une prochaine émission de Figaro Immo.